R22 Tout Monde. Initiative for Practices and Visions of Radical Care. Alors, je partage le gâteau. Nous goûterons tous le gâteau. Nous sommes une grande famille. Lorsque je suis arrivée à l'école des Beaux-Arts de Biarritz, c'était en pleine pandémie. Les artistes étaient extrêmement choqués, traumatisés, avec une absence totale d'enseignants, d'absence physique, une jeunesse complètement laissée à l'abandon. On m'a demandé d'intervenir en workshop en tant qu'artiste. J'ai bien sûr accepté. J'avais déjà travaillé une semaine avant la pandémie, une semaine avant qu'on rentre dans cette série de pandémies. J'avais travaillé avec ce groupe. On avait mis en place toute une œuvre sur l'extérieur où je voulais leur faire ressentir l'eau, la lumière. On était déjà tellement sur les références numériques, on était tellement sur le numérique que je sentais qu'il y avait une addiction extrêmement violente. Et que dans les écoles d'art, ça se ressentait vraiment, cette addiction avec le portable, tout simplement, d'avoir son portable tout le temps sur soi. Que moi-même, j'étais addicte de ça et je me suis dit, l'atelier, ce serait l'occasion de se soigner. Et donc, la première semaine d'atelier, c'était vraiment d'aller voir l'eau, l'air, de regarder la mer, de prendre le temps d'observer en fait le vivant, de pratiquer aussi ce que j'appelais des polarisations sur les arbres, de ressentir l'univers, de ressentir, on va dire, le champ magnétique. Donc de reprendre contact avec cet élément terre cosmique, de reprendre, de retrouver peut-être, l'être, le primitif que nous sommes, c'est-à-dire l'animal, le mammifère, mais aussi le magicien, mais aussi, l'écorce, l'arbre, la terre, le manganèse, l'uranium, l'or, on est toutes ces choses-là. Et donc je me suis dit, dans le cadre de mes ateliers, même si je suis dans un espace extrêmement contemporain, puisque c'est l'école d'art de Biarritz, eh bien je vais leur enseigner un petit peu ce qu'on m'a enseigné, je dirais, dans ma culture animiste. Donc ça a été très opérant, puisque on parle de la transparence, on ne la voit pas, on parle de l'eau, on ne la touche pas, on parle de lumière, on ne l'observe pas, on parle de corps, on ne le touche pas, on ne l'appréhende pas. On est dans une école où les corps sont très séparés. Quand je suis arrivée, les étudiants étaient à des tables, j'avais l'impression d'avoir des tortues avec des casques sur la tête. Donc là, on a repris ce qu'on appelle un récit contemporain. On va faire récit ensemble, on va faire corps ensemble, parce que quand même, il y a une individualité qui fait que même si on se retrouve, on n'incarne plus rien.
Donc on va faire comme ce que j'ai appris pendant le confinement avec les populations tziganes. On va allumer le feu en fait. Yago, le feu. Il n'y a que le feu de toute façon qui nous permet de rester calme et de nous retrouver véritablement. Et que ce feu-là, on l'a perdu. Je veux dire, la télé, toutes ces choses-là, c'est un faux feu, c'est pas un bon feu. Et que le feu, dans les cultures tziganes, c'est ce que j'ai appris pendant le confinement, tant qu'on a le feu, tout va bien, quoi. On se retrouve autour du feu, on parle, on chante, on cuisine. Tout va bien. La vie est très très belle comme ça, quoi. Mais tant qu'on a le feu. Et je pense que de l'expérience qu'on a eue du confinement, on a peut-être besoin de retrouver la grotte, on a besoin de retrouver ce feu, on a besoin de se retrouver avec des choses très basiques, comme l'envie de manger, l'envie de partager, l'envie de dessiner. Même pour nous, en tant qu'artistes, on a envie de revenir à des choses très basiques. Et donc, quand j'ai commencé à mettre en place cet atelier, les étudiants étaient considérés comme des microbes, puisque je dois faire part de mon expérience. C'était des microbes, il fallait surtout pas s'en approcher, quoi. Ils étaient contagieux. C'était la contamination, je dirais, incarnée, quoi. Et donc, moi, j'arrivais, j'avais des étudiants qui étaient très distants, qui n'osaient pas s'approcher de moi, qui ne savaient pas comment faire. Et pourtant, je les avais eus avant, on avait quand même pas mal travaillé. Et là, je leur ai dit, écoutez, il y a une grande spécialité basque ici. Je vais aller chercher un énorme gâteau basque. On est en pleine pandémie, on peut mourir à tout moment, on peut se contaminer. On ne savait pas si on se contaminait juste en se parlant, juste en se touchant, on ne savait pas en fait à un moment donné. Donc on était tous pétrifiés de peur en se disant peut-être que si je cherche mon pain, je vais mourir. Et donc moi j'étais dans cette situation pandémique, mais comme il y avait une clause à l'école d'art et que j'étais en droit d'intervenir en tant que plasticienne opérante avec des matériaux, eh bien on a fait fonctionner ce droit de cette clause qui m'autorisait donc à être présente physiquement. Donc on a partagé ce gâteau et j'ai demandé donc à mes étudiants comment peut-on partager un gâteau en situation pandémique sans se contaminer. Alors, donc ça a été le premier atelier. Mes premiers ateliers qui a été d'une grande efficacité, puisqu'on a mis à peu près 2 heures, puisqu'on ne savait pas de quelle manière on pouvait se contaminer. Évidemment, on était au summum même de l'ignorance. On n'en sait pas tellement plus, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque-là, il y avait quand même cette épée Damoclès permanente au-dessus de notre dos. Et eux, comme ils étaient jeunes, ils ne voulaient pas me contaminer. Et donc, on a mis en place tout un cérémonial. On a nommé une directrice des cérémonies pour l'ouverture des cérémonies. Et donc, on a dû trouver des solutions pour pouvoir faire récit ensemble, tout en abattant, je veux dire, cette peur qui finalement nous paralysait, nous empêchait même de travailler. Donc c'est un petit peu ce moment que je vous partage. Donc évidemment, je ne vous ai pas fait part de toutes les astuces possibles. Je savais simplement que je devais couper ce gâteau et ne pas vous toucher. Et si je vous touchais, je devais quand même nettoyer. Bon, on va dans les restos, je veux dire, Dieu sait si les boulangers tâtonnent le pain et nous servent du pain. Donc je veux dire, aujourd'hui, on est quand même un peu habitué à ce genre de choses. Donc là, j'ai respecté, on va dire, le fait que je puisse éventuellement vous contaminer. Donc vous pouvez déguster ce gâteau, normalement, vous ne risquez rien. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc pour ce qui est de l'expérience du confinement, donc j'ai mis en place énormément de performances, puisque les corps étaient dépressifs, vraiment. Donc j'ai demandé aux étudiants de se présenter, mais de performer pendant qu'ils se présentaient, ce qui n'était pas très habituel pour eux. J'ai pratiquement travaillé la performance et l'expression de l'œuvre pendant pratiquement 4 jours. Et donc c'était vraiment... c'était performatif parce qu'on commençait le matin, on avait juste une demi-heure pour déjeuner et on continuait. C'était filmé. Les étudiants devaient intervenir et de nouveau poser des questions aussi au jeune artiste qui intervenait. Et c'est vrai que le fait d'avoir placé le récit au centre pour ces artistes a été un moment, je pense, de guérison collective, en fait, tout simplement. Voilà. Ça a été assez rapide parce que effectivement, l'artiste était en difficulté. Je le poussais à s'exprimer, je le poussais à bouger, je le poussais en fait à instaurer une espèce de scénographie de ce qu'il racontait. Et le fait que nous soyons tous ensemble
et que nous soyons tous affectés aussi par cette pandémie, faisait que finalement, eh bien, le rôle tournait. Et donc, au fur et à mesure, celui qui était soigné, je veux dire, était porté par ceux qui n'étaient pas, etc., etc. Et donc, j'ai trouvé que c'était extrêmement opérant du point de vue même de la relation, de l'enseignement, de l'amour qui circulait entre nous aussi, parce que c'est beaucoup d'amour. Qu'est-ce que l'amour au fond? C'est une bienveillance, c'est être là, c'est vraiment écouter l'autre, c'est l'aimer au moment où ça se passe, c'est continuer à l'aimer au moment où ça ne se passe pas. C'est établir une relation, on va dire, familiale, de sororité, une relation, je dirais, maternelle pour les uns comme pour les autres. Donc, je dirais que le matriarcat, là, peut-être a fait force, je dirais, opérante, puisque je me suis rendu compte à quel point l'instinct maternel, avoir cet instinct maternel, c'est tout simplement prendre soin. C'est pas tellement autre chose. C'est une façon très naturelle de reconnaître la nécessité d'être ensemble, de se nourrir, de s'aider, de se... Voilà. Donc ça, je dirais que ce matriarcat, puisque moi j'appartiens à une culture du matriarcat, ce matriarcat, il me semble qu'il a été opérant. Parce que le matriarcat, c'est pas de jouer les mamans et c'est pas de faire les mamans et c'est pas... Le matriarcat, ça n'est pas une autorité. C'est juste prendre soin, on va dire, d'un corps social, d'une communauté, et de faire en sorte que cette communauté prenne soin d'elle-même, en fait. C'est une chose qui est très, très simple. Donc j'ai beaucoup travaillé comme ça, et ensuite, ça a donné lieu, je dirais, à des liens, des relations, des confiances. On a d'ailleurs, pendant ce temps de pandémie, travaillé sur le projet que j'avais mis en place pour Aware, puisque j'avais été l'une des lauréates. Et donc, pour les enseignants, ce n'était pas du tout possible, a priori. Ils me disaient, mais non, mais en pandémie, on ne pourra pas retirer les masques. C'est un travail sur le sifflement, sur la communication par le sifflement, etc. Mais comment mettre en place un tel travail? Et donc, j'avais demandé à la Cité des Arts, donc de Biarritz, on avait discuté avec les enseignants. La Cité des Arts est un lieu qui est extrêmement grand, et donc il y a des jardins. Et je me disais, il faut juste changer de milieu, il faut juste changer d'espace, il faut juste repenser en fait l'espace de travail. Moi, je prenais complètement en considération le fait qu'il fallait que toutes les heures, les étudiants sortent pour respirer pendant 10 minutes. Je n'ai pas mis en place un module où pendant toute la journée et juste lors de la cigarette, ils avaient le droit de sortir. Non, on a besoin de respirer. Donc certains étudiants étaient sur certains postes, d'autres étaient avec moi. Mais il fallait qu'un maximum, ils puissent en fait à la fois sentir qu'il y avait une vertébrale qui était là et qu'en même temps, ils avaient la liberté de pouvoir travailler justement le plus possible à l'extérieur pour pouvoir respirer. Parce que la respiration, pour moi, était centrale et je devais prendre soin de cette respiration. C'était vraiment l'objet pour moi de mon workshop. Et comme on devait mettre en place aussi cette performance, il fallait que la respiration se fasse, que les corps, que les poumons se remplissent pour pouvoir justement siffler pendant ce temps de performance. Ce qui a été le cas. Alors au départ, la performance que j'ai proposée, c'était essentiellement un sifflement, un peu comme, vous voyez, le vol des étourneaux. Alors quand ils volent, de temps en temps, ça fait des corps comme ça qui se dilatent, qui se concentrent. C'est comme une danse, c'est extrêmement magique, mais c'est la nature qui donne ça, cette force-là, cette force d'image. Et donc je me disais que dans le cas d'une performance, ce qui est important aussi quand on performe ensemble, en groupe, c'est de pouvoir trouver cette force d'image, cette force sonore, cette vibration sonore. Comme les étourneaux quand ils volent, à un moment donné, ça donne des dessins, tu te demandes comment c'est possible. Mais c'est possible entre nous et c'est possible avec nous aussi. Donc, comme on était en pandémie et que les corps étaient très souffrants, donc évidemment, le résultat de cette performance, ça a été celui d'un corps jeune, souffrant, qui avait plus besoin de s'exprimer, je dirais, à travers le souffle que de siffler, en fait. Donc voilà, ça a donné donc évidemment une alchimie tout à fait particulière qui s'inscrit dans cette expérience du confinement et de la souffrance des corps et des corps jeunes qui ne peuvent pas se toucher. Et les jeunes, ils ont besoin de se toucher, ils ont besoin de se voir. Et ces corps ne pouvaient plus se toucher, ils ne pouvaient plus se voir. Donc moi, j'ai complètement pris en considération la mesure et la violence faite sur ce corps très très jeune qui ne peut plus se toucher, qui ne peut plus se voir, qui peut éventuellement contaminer l'autre. Et donc c'est un âge où on a vraiment besoin d'être ensemble et de se toucher.
Donc ça a été pour Bayonne. Pour la Martinique, ça a été bien différent. J'arrive sur un territoire qui est un territoire caraïbéen. Donc la Martinique étant un territoire caraïbéen, j'ai eu beau lire, c'est incroyable, là, je me dis. C'est vrai que j'ai lu pas mal d'écrivains caraïbéens, dont France Fanon. J'ai eu beau décortiquer ce livre, j'ai eu beau le comprendre autant que je pouvais le comprendre. J'en ai fait un collier d'ailleurs lors d'une performance parce que j'avais besoin de sentir chaque page, de goûter chaque mot. On a beau lire, on a beau ressentir, on a beau lorsque j'ai eu la chance, je dirais la chance, parce que ça faisait des années que je voulais aller en Martinique. Quand j'ai eu la chance d'aller en Martinique, alors j'ai été confinée 1 semaine. Et pendant cette semaine de confinement, évidemment, au bout de 3 jours, j'ai pas accepté d'être confinée. D'ailleurs, j'ai jamais accepté d'être bloquée d'aucune manière que ce soit pendant tout le temps du confinement. Je respecte les mesures barrières, je respecte, mais je circule comme je veux, et quand je veux et où je veux. Je ne suis jamais rentrée, je dirais, dans ce gros délire de l'interdiction. Voilà. Je connais très très bien les dictatures, je sais ce que c'est qu'un système dictatorial, je sais comment on régit et on gère les cerveaux des gens. Je suis à très bonne école et donc j'ai absolument refusé de me laisser régir, que mon cerveau soit régi. Par contre, je respecte le fait que je puisse contaminer, qu'on puisse me contaminer. Ça, par contre, je fais très très attention. Mais je partais du fait que j'étais une artiste et qu'une artiste, c'est quelqu'un qui traverse les murs et qui fait ce qu'il veut. Voilà. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il a toujours de bonnes raisons d'être là où il est. Donc, je suis partie de ce postulat. Ben, j'ai pas été arrêtée, j'ai pas été entravée du tout. J'ai pris pas mal de trains, j'ai fait absolument ce que je voulais. Donc ça, c'est déjà un état d'esprit. Donc là, j'arrive en Martinique, je suis confinée pendant 1 semaine. Et pendant 1 semaine, voilà, au bout de 3 jours, je me dis, non, c'est pas possible, je suis à l'étranger, je suis sur un territoire où je rêvais d'être. Et là, je reste chez moi et je regarde la Martinique à travers la baie vitrée, là. Et donc, j'ai commencé à marronner. J'ai commencé à faire de longues marches. Je marchais 4-5 heures dans les sentiers battus. À chaque fois que je croisais quelqu'un, je déviais parce que je me disais, je ne dois pas contaminer. Je suis sur une île, je ne dois pas contaminer. Je ne touchais rien. Donc, je faisais tout ça avec une pleine conscience quand même de pouvoir éventuellement contaminer l'autre. Même si mon test était négatif. Mais bon, je faisais quand même très attention. Et donc, avant la préparation de ce workshop, pendant 1 semaine, j'ai marché des heures et des heures et des heures et des heures. Puisqu'on parle d'enseignement et qu'on parle de l'expérience de l'enseignement. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit en fait mon workshop. J'avais prévu en fait un workshop et une fois que je suis arrivée sur place, je me suis dit mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que je pourrais faire ici en fait. Il faut que je reprenne tout à zéro après avoir marché toutes ces heures et toutes ces heures dans cet espace. En fait, je suis totalement ignorante, je n'ai rien compris. Je dois tout replacer, tout repenser. Et donc, j'ai redéfini en fait l'objectif de mon workshop en étant sur le territoire. Ce que j'ai pu constater sur le territoire martiniquais, c'est que c'est une île, bien sûr. Bon, on a une vision touristique de l'île qui est très belle, comme beaucoup d'îles, des dom-toms d'ailleurs, et comme beaucoup d'autres pays. Hein, je veux dire, le tourisme est quand même là pour bien cacher l'imposture. Là, j'ai bien compris que le tourisme était parfois horriblement mis en place pour camoufler toutes les impostures de ce monde-là. Donc j'ai trouvé ça extrêmement violent parce que ce que je voyais n'était pas du tout non plus ce que j'avais compris, ce que j'avais ressenti. Parce que là, je suis sur le territoire et donc je vois plein de cages autour de moi. J'ai l'impression de voir plein de cages autour de moi. Je me dis, mais comment ça se fait que je vois plein de cages autour de moi alors que je suis dans un pays que je pourrais dire ça sent la vanille, le cumin, c'est beau, les femmes sont belles, les hommes sont beaux, la plage est magnifique, etc. Je me suis interdit pendant 1 semaine d'aller toucher l'eau. Je me suis dit, tu n'iras pas toucher la mer. Tu dois d'abord rentrer dans ce pays, l'observer, parce que l'eau, c'est trop rêvant. C'est une matière trop rêvante. Donc tu vas t'interdire d'aller toucher l'eau et tu vas regarder ce qui se passe autour de toi.
Donc, comme je suis très sensible à l'architecture, j'ai fait des études d'architecture, donc j'ai commencé à observer l'architecture. Et donc, cette architecture me renvoyait énormément de barreaux et de cages. Et je me suis dit, mais comment on peut se retrouver dans un pays au soleil, avec quand même, je dirais, un climat, un végétal, une présence physique de l'île qui est là, qui est à la fois violente et douce, mais en même temps nourricière. Et comment se fait-il que dans cet espace-là, il y ait autant de cages, en fait? Autant de cages. Autour des maisons, il y a des cages, tout le monde se barricade, tout le monde a peur de tout le monde. Et donc, j'ai commencé à mettre en place mon workshop à partir de là, l'encagement, la question de l'encagement, la question des imaginaires collectifs. Quand on vit dans un espace, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on regarde? Comment on fait récit dans cet espace? Comment on peut amener un contre-récit de cet espace? Donc, ça a été un peu la proposition donc, de mes étudiants, que j'ai proposé à mes étudiants de première année. Et en première année, en fait, ils n'ont pas encore fait de workshop, c'est la première année. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis rendu compte que dans l'école, en fait, même dans des situations de workshop, moi je travaille beaucoup sur la notion de cure et de traumatisme. J'ai beaucoup travaillé en Haïti, j'ai vécu à La Réunion, j'ai vécu en Afrique et dans pas mal de pays, on va dire, de dictature, où le corps est quand même l'objet, je dirais, d'un travail et d'un projet. Et là, je découvre la Martinique et je vois que ce corps est aussi l'objet d'un travail et d'un projet, comme beaucoup d'autres corps. Ça me fait mal. Pendant une semaine, j'en souffre terriblement. J'en pleure même d'ailleurs. J'en crie. D'accord? Bon. J'en crie.
Le souffle, ma sœur, c'est mon cœur. Alors, bon, lorsque j'ai travaillé en Martinique, je me suis rendu compte, j'ai compris que dans cette école, de nombreux corps étaient vraiment traumatisés. J'ai compris à quel point une école d'art... J'ai compris à quel point une école d'art était une école d'abord qui formait des hommes et des femmes. J'ai compris à quel point on avait transformé les écoles d'art en machines à produire. Et j'ai compris combien il était essentiel que des hommes et des femmes soient bien dans leur corps pour pouvoir diffuser autour d'eux, pour pouvoir produire autour d'eux d'autres hommes et d'autres femmes, comme, je dirais, le serait peut-être une grande forêt ou une grande mer, avec ses poissons, avec son écosystème. J'ai compris combien former l'homme, principalement, était une chose importante. Et donc, dans cette école, j'avais 38 étudiants, ce qui est beaucoup. J'avais 5 jours pour travailler avec eux, ce qui est peu. Et donc, de la même manière, j'ai privilégié le récit. Je me suis dit, pendant 3 jours, on va mettre en place une agora et on va se parler. Moi, je suis votre grande sœur. Je suis là pour travailler avec vous. Je suis là pour qu'on se parle, pour qu'on se comprenne. Je suis là pour apprendre. Vous êtes jeune, certes, mais j'ai besoin d'être initiée par vous. J'ai besoin que vous m'expliquiez un petit peu comment ça fonctionne ici, ce territoire, comment vous ressentez ce confinement, comment vous êtes dans vos corps, comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce que vous aimeriez faire. J'ai dit, mais nous sommes dans l'engagement et on va travailler sur l'engagement. Comment on peut déconstruire les choses, comment on peut... Il y a les systèmes et les hommes. Donc soit vous avez la tête dans le système et dans la broyeuse, soit vous regardez du côté des hommes, et là on est dans une perspective heureuse de combinaison, d'imagination, etc. Donc c'est à choisir, soit on a la tête dans le système, soit on se retourne et on se dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, c'est l'humain, et c'est le projet de l'humain. Et le projet de l'humain est un projet personnel, est un projet qu'il élabore lui-même, en dehors de tout système, en dehors de tout ce qu'on lui demande. Il a cette liberté de pouvoir élaborer aussi son propre projet. Il est une force de proposition. Donc, quelle serait pour vous votre force de proposition en tant qu'étudiant? Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pourriez proposer d'autre? Parce que c'est cash, finalement. Avant, il y avait des forgerons qui faisaient des barrières. C'était pas très joli, mais c'était de la forge. C'était un peu personnalisé. On protégeait les maisons, on mettait des barrières. Aujourd'hui, en fait, ce sont les industries qui vendent des barrières. Donc on en met à toutes les sauces et pour toutes les raisons possibles. On a besoin d'ombre, on met une barrière. On a besoin, voilà. Donc comment on peut repenser ça? Est-ce qu'il y a une flexibilité possible de penser le design de cette barrière? Est-ce qu'on ne peut pas penser du végétal qui serait une barrière naturelle et pas une barrière qui nous rappellerait celle d'une prison? Est-ce que finalement cette barrière ne serait pas finalement un rappel permanent de nos corps encagés, de nos corps enfermés, de l'histoire de nos corps? Comment on interroge la ville et qu'est-ce que ça veut dire que tous ces marqueurs dans la ville, qu'est-ce que ça nous renvoie et comment nous, en tant qu'artistes, on peut être aussi acteurs et avoir nos forces de proposition à l'intérieur de ces espaces-là. Donc c'était très intéressant parce que ces étudiants m'ont parlé de cette ségrégation effectivement qui existe, je dirais, sur cette île, qui est visible, qui est complexe, cette relation aussi de l'identité noire et blanche créole, qui est très complexe, qui est très mal vécu, qui est très mal digéré encore par les jeunes générations. Il y a aussi cette situation, on est sur une île, comment on collabore avec cette île? Donc moi, apprendre à aimer de nouveau cette île, c'est une île qui a un potentiel, on est là, on vit ici, comment rendre compte de ce potentiel? Donc ça aussi, ça m'a semblé important. Et puis ensuite, comment accueillir les différents récits personnels, parce qu'il y a beaucoup de souffrances dans les corps. Il faut que ces souffrances soient exprimées au sein d'un travail artistique. Et toutes ces souffrances, en tout cas, tous ces vécus, je parle de souffrance parce que sachez bien que quand même,
la Martinique c'est la France et que l'eau du robinet n'est pas potable. Je veux dire, tous les systèmes de conduite, de circulation d'eau sont vétustes. L'eau du robinet est toxique, donc ça veut dire qu'elle empoisonne nos corps. Et c'est extrêmement grave en fait. Il faut prendre la mesure de cette chose si grave. On ne peut pas la banaliser, on ne peut pas considérer qu'on verra ça demain. Ça a des impacts sur le corps, sur les corps, ça a des conséquences sur les corps de cancer, de stérilité, etc. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur des choses comme ça. C'est comme si le village, en fait, c'est comme si le village d'à côté, je dirais, subissait les mêmes conséquences. C'est à côté, c'est le village d'à côté. Donc, la question des géographies dans le confinement fait que ce qui se passe à côté, c'est le village d'à côté maintenant. On n'a plus du tout les mêmes rapports d'autarcie, parce qu'on vivait dans une forme d'autarcie psychique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est justement... bon, on parle de grande famille planétaire, moi je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sens beaucoup plus de proximité et de responsabilité aussi, qui serait de notre responsabilité. On a fait confiance à des États qui sont des papas, des oncles, des mamans, des administrations aussi qui administrent, qui assujettissent, comme on me le disait la dernière fois, tu es un assujetti donc tu te soumets. Non, je ne suis pas un assujetti, je me soumets. Oui, effectivement, j'ai des droits et j'ai des devoirs et j'ai des droits aussi. Et moi, en tant que citoyen, j'ai aussi le droit de proposer, j'ai le droit de collaborer. C'est ça mon droit en tant que citoyen. Je ne suis pas juste un assujetti qui se soumet. Donc ça, c'est très important aussi de replacer ça. C'est des choses qu'on remet en place dans les écoles d'art, beaucoup quand on est artiste et qu'on intervient. C'est-à-dire que tu es une force de proposition, tu as un élément qui peut nous amener justement à entrevoir peut-être les mondes avec des horizons et des perspectives beaucoup plus, peut-être pas forcément plus heureuses, mais plus conscientes et plus partagées quand même, je veux dire, plus partagées, plus incarnées aussi. Il faut incarner, partager, parce que ben là, si effectivement on ne passe pas par cet apprentissage d'incarner la réalité, de prendre, de travailler sa matière, on te donne une matière, tu dois la travailler. C'est pas la question n'est pas de savoir si ça te plaît ou pas, c'est ton devoir. Tu dois travailler cette matière. Et quand tu travailles cette matière, ça devient très intéressant de la travailler. Parce que tu prends conscience à quel point cette matière, elle va activer toute une pensée philosophique, sociale, politique. C'est ça, être comment on appelle ça, un résistant. Ce n'est pas de résister contre quelque chose qui est impossible. C'est épuisant. C'est de trouver la façon d'être toujours là sans s'épuiser. C'est un travail, ça, c'est pas évident, c'est pas facile. Comment tu arrives à être là sans t'épuiser? Tu vois, en étant hyper vigilant, c'est ça le vrai résistant. Donc nous, on a une matière à travailler, on a un matériau à travailler. Que l'on soit dans une situation complexe comme celle-ci ou dans d'autres situations, aujourd'hui, on doit tous travailler ce matériau. Ça me paraît vraiment essentiel, quoi. Quelle que soit la situation qui est la nôtre. Moi, je suis artiste, hein, j'ai un loyer tous les mois, je ne suis pas salarié. La vie est dure en ce moment. Même pour moi qui suis artiste et qui ai une carrière en ce moment, la vie est dure. Tous les mois, je me dis, j'espère que je pourrai régler mon loyer. C'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité aussi d'une artiste comme moi. Parce qu'on peut faire tous les papiers qu'on veut, on peut faire tous les interviews qu'on veut. Nous, les artistes, nous sommes aussi des gens qui sommes sur le terrain tout le temps et nous sommes réellement impliqués par ces problématiques et ces anxiétés actuelles. Nous sommes dedans. Demain, si on ne vend pas, moi je ne vis que de mon travail, je ne vends pas, je ne peux plus vivre. D'accord ? Donc, je pense qu'on a vraiment ce travail à faire, de prendre cette matière. On fait partie, même dans les situations assez difficiles, on fait partie des populations les plus privilégiées quand même, il faut le savoir. Il y a autour de nous aujourd'hui des gens qui sont dans des situations mais tellement dramatiques. Donc aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on se trouve, on doit relativiser. Alors ceux pour qui ça se passe bien, ils n'ont aucune raison de se plaindre en réalité. Ils ne doivent pas se plaindre. C'est indécent, je veux dire, c'est une imposture, c'est indécent de se plaindre. Tu ne te plains pas. Si tu peux le faire, tu vas pleurer, tu vas être inquiet, tout ce que tu veux, mais à l'endroit où tu es, sauf s'il y a vraiment une grosse fragilité psychologique, ça c'est autre chose. Et qu'on ne peut pas se relever, c'est autre chose. Mais si tu es encore là, si tu as les moyens d'agir, de faire, mais fais-le.
Fais-le, tu es un privilégié, c'est un devoir que de le faire. Voilà. C'est ça que je me dis, c'est un devoir que de le faire. Et moi, je sais qu'en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est vrai qu'on est débordé de travail, débordé, peu importe, on ne va pas parler de nous, mais c'est vrai que la rentrée, elle commence là, on n'a pas de vacances, il faut travailler, mais on doit travailler son mental, son corps, sa relation à la collectivité. Tu donnes à la collectivité, elle te donne. Tu fermes, tu ouvres tes écluses. Il faut travailler avec des images. Il faut travailler en vase communicant. Il y a des moments où tu te reposes, il y a des moments où c'est l'autre qui prend le relais. Moi, j'ai fait du relais en compétition pendant des années. Je peux vous assurer que le relais, tu donnes le bâton, la personne devant toi, elle court. Elle a autant de responsabilités que la personne qui est à l'intérieur en fait, du cours ou à l'extérieur du cours. Que tu partes en premier, que tu sois au milieu, que tu arrives à la fin, le bâton qu'on te donne, tu le prends et tu as la responsabilité de le mener jusqu'au bout, quoi. Voilà. Il n'y a pas de place pour ça. Donc, on est dans une société aujourd'hui où il n'y a pas de hiérarchie. La notion de hiérarchie, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle est, comment dire, elle est fabriquée par un État pour nous diviser, pour nous séparer. Parce que plus on nous divise et plus il est facile, en fait, de nous travailler, le corps, l'âme, l'esprit et tout ça. Plus on se fédère et plus évidemment on est une force. Et donc, entre le pouvoir et la force, moi je choisis la force, je choisis l'humain. L'humain c'est la force, c'est le magicien. Voilà. Pour moi l'humain c'est le magicien. Je le place au centre de la magie. C'est pour ça que je crois en tant qu'artiste énormément en ces ateliers, en ces rencontres. Je vois à quel point ça produit des valeurs de conscience. Parce qu'il y a l'élément esthétique que tu vas produire, mais il y a la valeur de conscience qui accompagne cette esthétique-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'esthétique et la conscience sont peut-être des couples, peut-être à bichonner un peu, à travailler un peu. On est engagé dans un paradigme qui a complètement changé aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. Mais on a la responsabilité en tant que citoyen dans tous nos travaux respectifs, de prendre soin des autres, quoi. On a vraiment cette responsabilité-là. Et vraiment, j'espère qu'on va l'incarner petit à petit, de mieux en mieux, de plus en plus. La question de maison, de territoire, de terrain, de propriété, tout ça, c'est fini, quoi. On est propriétaire de rien, d'accord? On est propriétaire de rien. La seule propriété qui soit, ce sont nos corps, quelque part. Moi, je ne dirais même pas que je suis propriétaire de mon corps. On pourrait penser qu'on est propriétaire de son corps. Il faut laver, il faut le laver, il faut le nourrir. Donc il faut bien qu'il ait peut-être un patron, j'en sais rien. Parce qu'autrement, on va le retrouver dans un drôle d'état. En tout cas, on doit prendre soin de nos corps autant qu'on doit prendre soin du corps des autres. Mais la notion de pays et de territoire, aujourd'hui, c'est terminé. Ça n'existe plus, il faut qu'on s'enlève ça de la tête. Aujourd'hui, on est dans une indivision. On va devoir partager les terres. On va devoir se nourrir. La notion de migration, elle sera dans tous les sens. Il n'y a pas de migrer, c'est fini tout ça. C'est fini. Il y a des terres qui sont des terres viables, dans lesquelles on va devoir planter, se nourrir. Il y a des terres qui sont contaminées. En France, il y a énormément de terres qui sont contaminées. Donc on va devoir se partager les terres. Donc toutes ces notions, en fait, elles sont en train de changer. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'artiste, quand je passe dans les écoles, dans l'imaginaire collectif, en fait, j'habitue les étudiants à s'engager dans une forme de nomadisme et pas une sédentarité, puisqu'on va devoir se déplacer pour se nourrir. Le monde a toujours été monde, il continue à être monde. Et je pense que c'est plus intéressant d'aller dans ce mouvement et de le prendre comme quelque chose d'intéressant et d'édifiant, plutôt que de se dire non, moi je ne peux pas laisser... je ne peux pas laisser ma maison, je ne peux pas laisser ma casserole, je ne peux pas laisser ma tombe. Hein. Voilà. Je ne peux pas laisser ma tombe. Voilà. La propriété, c'est comme une tombe. C'est à la fois rassurant, mais c'est comme une tombe. Aujourd'hui, on doit se débarrasser de tout ce matériel-là pour pouvoir justement, entrer dans ce nouveau monde et en même temps œuvrer pour ce monde-là. Voilà. C'est ça que je voulais dire par rapport à mes ateliers, des expériences que j'ai pu faire. Parce que j'ai beaucoup voyagé pendant ce temps de confinement. J'ai beaucoup observé les forêts. Toutes les forêts sont en train de tomber. C'est la pandémie des arbres.
Les forêts tombent comme des micados parce qu'il y a une bête qu'on appelle le scolite qui est en train de dévorer le tronc et l'écorce. Les arbres sont tellement trafiqués que les racines ne tiennent plus. Toutes les forêts d'Europe sont en train de tomber. Je ne sais pas si on a vraiment conscience de ça. Il y a une pandémie des arbres actuellement qui est extrêmement préoccupante en Europe, dont on ne parle pas. Et cette pandémie, elle est aussi grave, sinon plus grave que la pandémie des hommes. On repense au repeuplement. D'ailleurs, on parlait du peuplement des forêts. Avant, c'était le peuplement des forêts, le peuplement des insectes, le peuplement des plantes. Aujourd'hui, on parle d'économie. Il faut qu'on revienne sur ces notions de peuplement. Sur les notions de peuplement. Et moi, qui ai beaucoup observé la forêt, je me dis qu'il serait temps qu'on collabore avec le vivant et qu'on admette que le vivant puisse nous proposer des solutions que nous n'avons pas. Nous n'avons pas des solutions. Nous ne sommes pas au-dessus de ce vivant. C'est faux, ça. Je veux dire, quand tu regardes les forêts au bout de 3 mois, ce qu'elles te proposent, et que tu vas aller piétiner impunément, puisqu'on a le droit d'aller piétiner après ce que la forêt nous propose. Donc si elle piétine, on n'a même plus le temps de voir et d'observer. Je veux dire, moi je fais totalement confiance au vivant, confiance à la nature, confiance à l'humain. Parce que l'humain aussi, il propose comme la forêt propose. Il faut qu'il s'accorde ce droit et ce temps de proposer. Il n'est pas un packaging, il n'est pas un produit industriel. Il est un peuplement, comme le peuplement des arbres et le peuplement des insectes. Il peut proposer, il sait, il sent, il comprend. Il faut qu'il retrouve cette force de proposition, comme on doit laisser aussi ce temps à la nature de nous proposer ce qu'elle peut nous proposer par rapport à la situation actuelle, quoi. Voilà. Moi, je sais que je suis du Gabon. Au Gabon, ce sont des terres anciennes. Il y a des industries qui s'installent. Ils sont en train de... Vous imaginez des forêts primaires qui n'ont jamais connu de pesticides. Il y a des industries à perte de vue qui s'installent et qui contaminent nos rivières, ils contaminent nos terres, qui sont patrimoine de l'humanité. Voilà. Donc je pense que quand on parle d'écologie, ça commence par nos corps. Mon corps par rapport au tien, le tien par rapport au sien. Comment, toi, l'abeille dans la ruche, tu viens ventiler cette ruche? Comment tu fais corps avec les autres? Voilà. Je pense qu'on a besoin, là, d'entrer dans une forme d'écosystème pour remettre un petit peu des choses en place. Une fois qu'elles seront en place, ben on verra très bien on verra ce qu'on en fait. Mais déjà, par nos corps, vraiment, tu vois, quand on parlait tout à l'heure, tu reçois par intuition, peu importe l'héritage, c'est comment toi tu le ressens. Comment tu le ressens. Voilà. C'est juste comment toi tu le ressens. Nous avons tous des héritages compliqués, complexes, traumatisants, difficiles. Tout ça, mais tout ça, il n'y en a pas un qui échappe, je dirais, à l'histoire. Je crois qu'à un moment donné, l'héritage, il est là dans nos corps, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Il est dans nos corps. Donc nous, notre travail aujourd'hui, quand même, c'est peut-être de ne pas trop se laisser avoir par les héritages, parce que à force qu'ils soient trop présents, ils peuvent entraver des possibilités à ressentir, à faire. Il faut faire confiance à ce qu'on ressent, on peut se tromper, mais on ne se trompe jamais. Quand on est authentique, je pense qu'on ne se trompe pas. Donc se laisser vraiment aller dans cette authenticité-là, et comme vous le faites d'ailleurs, même à la Cité des Arts, et comme beaucoup de gens font aujourd'hui. Croire à cette authenticité de l'être et œuvrer avec ça, parce que c'est vrai qu'on a plein de modèles, mais les modèles sont, je suis désolée, mais de plus en plus obsolètes par rapport à ce nouveau mouvement dans lequel on rentre. Il ne s'agit pas de faire le ménage, de rafraîchir ce qui était. Je crois qu'il faut sentir et inventer et s'adapter et vivre au présent. Et vivre au présent, vive le présent, quoi. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, dans nos sociétés, le passé, ça n'existe pas, et le futur, ça n'existe pas. Nous, on vit au présent. On a toujours vécu au présent, en fait. Voilà. C'est une pensée écologique du monde que de vivre au présent. Je pense que le présent est une conscience, vraiment, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit défendre et ce pour quoi on doit le faire. Voilà, je vous remercie pour ce moment.